Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité en France, à part bien sûr la victoire du PSG samedi soir et sa deuxième étoile européenne, c'est le 9e sommet Choose France, vantant l'attractivité française pour les investisseurs étrangers. Ils sont accueillis par le président VRP Emmanuel Macron, dont c'est le bébé. Durant ces 7 dernières années, la France est le pays en Europe qui a attiré le plus d'investissements étrangers. Cette édition de Choose France à elle seule va permettre de cristalliser un montant record de 93 milliards d'euros d'investissements confirmés. Et c'est historique. Des investissements records étrangers en France, mais dans quel secteur? Par ailleurs, cette attractivité a-t-elle un effet contre la désindustrialisation de la France? On en débattra ce soir et puis on vous retrouvera Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Pour parler de Marilyn Monroe, Oh, Elisabeth, oui. qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Elle est née le 1er juin 1926. Et pour l'occasion, la Cinémathèque française à Paris lui consacre une grande exposition, une rétrospective. Il ne m'a pas fallu 7 ans de réflexion pour vouloir vous en parler, Poupoupidou. Vous m'avez coupé le poupou, sorti le poupou de la bouche. Et vous, Marie? L'Europe produit trop, des milliers de tonnes de pommes de terre n'ont pas trouvé preneur cette saison. Et les premiers à en pâtir, ce sont les rois de la frite, nos Les amis belges. Mais oui. Bien sûr, à tout à l'heure. Et pour commencer, place à Antonin Baudry, ancien diplomate, auteur de BD à succès, Quai d'Orsay, souvenez-vous, et depuis 2019, cinéaste avec son nouveau film La bataille de Gaulle, l'âge de fer. Baudry désire enflammer les imaginaires avec un de Gaulle jamais vu, sauf par les Français libres de la première heure, génialement incarné par Simon Abkarian, un gisant de cathédrale avec son armure de chevalier, selon les mots de Romain Gary, et refusant en juin 40 la capitulation au nom de l'honneur, des thèmes qui résonnent fort en Europe, 86 ans plus tard. On retrouve Baudry tout de suite. Antonin Baudry, bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Je vous présente Anne Ndiaye Bonsoir. et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Bonsoir. À l'occasion de la sortie après-demain de votre film La bataille de Gaulle, l'âge de fer. Alors, une question évidemment qui nous agite, après avoir vu cet excellent film. Pourquoi avoir décidé de consacrer 6 ans de votre existence à l'homme seul qui disait non, pour reprendre encore une formule de Romain Gary? Bah écoutez, j'ai toujours rêvé de faire un film sur Don Quichotte. Ben voilà. Et c'est un livre que j'adore. J'adore l'univers du Moyen-Âge, du pittoresque. Et c'est vrai qu'en rencontrant, à travers les livres, en rencontrant De Gaulle, je me suis dit, bah, tiens, c'est encore mieux que Don Quichotte. Parce qu'on a, on a la même folie qui est tragique, en fait. Don Quichotte meurt de sa folie. La folie qui consiste à finalement mettre le rêve et l'imaginaire en face ou à la place ou devant le réel étant celui de la défaite. Mais en plus, dans ce cas-là, le cas de Gaulle, on a affaire à quelqu'un qui finalement parvient à force d'obstination à ce que son rêve devienne autre chose qu'un rêve. Et rencontre le réel. Attendez, on en parle, mais d'abord, votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Et après, on y revient. Ok. Antonin Baudry. Antonin Baudry, en réalisant La bataille de Gaulle, vous souhaitez mettre en exergue l'esprit chevaleresque. Dans notre époque pleine de dangers, cette énergie est-elle plus que jamais indispensable? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1975 à Paris, vous grandissez auprès d'une mère professeure de français et d'un père psychanalyste. Vos parents se séparent, votre père habite un petit appartement près de chez vous. Il avait un magnétoscope, on regardait des films ensemble, cela reste parmi les plus beaux moments de ma vie. En 2001, au sein d'une association de lutte pour la santé des jeunes, vous dirigez un projet d'écriture de scénarii sur la drogue aux Antilles. On veut que les gens interagissent, discutent entre eux dans les familles et qu'il y ait une prise de conscience collective de ce qu'est la drogue. En 2002, vous entrez au ministère des Affaires étrangères comme conseiller de Dominique de Villepin chargé des discours. 8 ans plus tard, vous êtes conseiller culturel à l'ambassade de France de New York et sous le pseudonyme d'Abel Lanzac, hommage au cinéaste Abel Ferrara, vous publiez Quai d'Orsay, une BD coécrite avec le dessinateur Christophe Blanc. Le point de départ, c'est quand je suis arrivé ici, n'y connaissant rien, ne connaissant pas les codes, les lieux, les gens, et me retrouvant au milieu d'une sorte de tourbillon. Quai d'Orsay est adapté par Bertrand Tavernier au cinéma. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. En 2018, vous réalisez votre premier long métrage, Le Chant du Loup, une immersion dans la vie d'un sous-marin nucléaire. On vit dans un monde où cette menace nucléaire existe,
voilà, la tragédie d'aujourd'hui, c'est un monde qui est capable de s'autodétruire. Aujourd'hui, vous vous intéressez à l'opiniâtreté de Charles de Gaulle quand la cause semblait perdue d'avance. Je ne vous reconnais pas comme la France. En ce moment, dites-vous, intelligence artificielle, crise climatique, on a l'impression de ne rien pouvoir faire. Or, à l'époque, ce même sentiment existait décuplé et des forces se sont levées. Précisons que Simon Russell Beale, c'est ça, qui incarne Churchill, est absolument génial. Ah, génial. Antonin Baudry, vous avez été diplomate pendant plus de 10 ans. En ce qui concerne De Gaulle, on peut dire une chose, c'est qu'il a tout été picaresque, comme vous l'avez dit, en vous référant à Don Quichotte, obstiné jusqu'à la folie, mais pas diplomate, du tout. Ah, pas pour dessous, non. Pas pour dessous. Refus d'arrondir les angles et de rentrer dans cette voie. Oui, c'est peu dire même. C'est quelqu'un de très... qui refusait le compromis, tout simplement. Oui. Oui. Je crois qu'André Malraux avait écrit « Il n'y avait pas de Charles », en essayant de signifier par là qu'il n'y avait pas d'homme intime ou d'homme qui traînait en pantoufles et en pyjama. Néanmoins, Simon Abkarian, qui incarne De Gaulle, est bien obligé d'incarner aussi Charles. D'ailleurs, on le voit dans une baignoire à un moment donné, puis on le voit dans des moments d'immense vulnérabilité. Comment s'en est-il emparé pour incarner et Charles et De Gaulle, le non-diplomate? D'abord, je crois que Malraux a tort. Il participe à l'édification d'une sorte d'icône qui nous éloigne finalement de ce qui est intéressant, qui est un être humain. Et ce qu'a essayé de faire Simon, ce qu'on a essayé de faire ensemble, c'est justement de retrouver l'être humain. Et donc de chercher l'incarnation plus que l'imitation, et de chercher surtout, et c'est ça qui est intéressant au cinéma, hein, c'est l'intérieur, l'intime. Même dans une scène de bataille, c'est l'intime qui est intéressant. On regarde un extrait. Simon Abkarian dans De Gaulle, la bataille de Gaulle, l'âge de fer. Général de Gaulle, j'espérais en vous reconnaissant que vous pourriez nous aider. Vous avez échoué et nous allons devoir changer de stratégie. Par conséquent, vous mettez fin à l'alliance entre la France et l'Angleterre. Entre De Gaulle et l'Angleterre. Pourquoi discuter avec De Gaulle s'il n'est pas la France? Vous n'êtes pas la France! Je ne vous reconnais pas comme la France! Impressionnante cette scène. Ce duo, il est très important dans votre film. Et d'ailleurs, vous avez dit dans une interview que leur relation, elle est empreinte de sentiments plus que de rationalité entre ces deux hommes. Oui, je crois que c'est une relation émotionnelle, dès le départ. C'est-à-dire que rationnellement, Churchill n'aurait pas dû soutenir De Gaulle. Le choix qu'il fait de le soutenir, il est romantique, si je peux dire. Il est émotionnel. Il voit un homme seul. Il a lui-même été seul. Il voit un général sans armée qui dit qu'il veut se battre, tout seul dans son bureau. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui le touche. Et du coup, il fait ce geste de le soutenir à ce moment-là contre tout calcul rationnel. Et du coup, la relation part dans cette direction-là. Elle est émotionnelle aussi dans le sens adverse. C'est-à-dire la colère, l'agacement, la haine parfois. Mais sans jamais perdre la tendresse qui peut unir deux personnes qui, dans le fond, sont tous les deux férus de poésie, d'histoire, de littérature. Et c'est vrai d'une perception de l'être humain qui n'est pas seulement celle des nombres, des armées, enfin qui est... Quasi poétique. Oui, il y a ça vraiment très clairement chez les deux. Et je pense que ça les oppose par exemple à Roosevelt. Qui voulait se servir de Churchill pour éliminer De Gaulle. Mais ça, j'imagine que ce sera peut-être dans le deuxième volet. On verra, ce sera dans un mois. En attendant, Antonin Baudry, on va évoquer avec vous et avec Anna le Festival de Cannes 2026. Il y avait un paquet de films sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'occupation. Oui, 4 films ont été présentés en sélection officielle et relatent chacun à leur manière la période de l'occupation. D'un côté, la résistance avec le film Moulin, avec un Jean Moulin incarné par Gilles Lelouch. La troisième nuit, qui raconte le sauvetage d'enfants juifs en 1942, et puis le vôtre, bien sûr. Et de l'autre côté, un film sur la collaboration, Notre Salut, qui dresse le portrait d'un fonctionnaire zélé à Vichy. 4 visions très différentes qui tentent de se confronter à cette période sans complaisance. Certaines qui sont assez fidèles aux faits et d'autres avec des événements plus fictionnels. En tout cas, 4 nuances de l'histoire qui, comme le rappelle Emmanuel Mar, le réalisateur de Notre Salut, à défaut d'être noire ou blanche, comporte, je cite, beaucoup de teintes de gris. Alors je rappelle qu'avant cela, il y avait aussi eu le film Les rayons et les ombres de Giannoli en mars. Comment vous expliquez, vous, ce retour du thème de l'occupation au cinéma et en quoi ça résonne aujourd'hui avec notre époque ? Écoutez, je crois que c'est une question à poser aux sélectionneurs du Festival de Cannes. Vous vous êtes tous donné le mot quand même.
On ne s'est pas concerté. Moi, personnellement, j'ai commencé à écrire ce film en 2020, sans avoir la moindre idée de combien de temps ça prendrait. Donc, il n'y a pas de temps que ça de rapport à un timing précis. Oui, c'est des questions qui résonnent, mais je crois que la question de lutter contre des forces qui nous dépassent, de ce que c'est que tenir tête à quelque chose et de tout ce que ça demande, et tout ça, c'est des choses qui sont en permanence en écho. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ce qui est en permanence en écho, et en tout cas ce qui résonne, c'est la notion de capitulation face aux ténèbres ou face aux forces obscures. Ça résonne aujourd'hui, notamment quand on pense à l'agression de l'Ukraine par la Russie, des pays liquéfiés, liquéfaction, c'est un terme utilisé par De Gaulle, par la peur, ou des pays qui sont tentés par la capitulation. Ça aussi, c'est quelque chose qui était dans votre esprit, à votre esprit. Et l'histoire est violente. Et donc, dès qu'elle entre par nos portes, on en ressent le fracas. Donc, il y a certains moments en France où on est relativement épargné par ça. Et puis là, on sent bien qu'on est à une période où on est un peu plus en danger, disons. Donc, et on est à un an d'élection présidentielle ici en France, et tant de personnalités politiques qui se revendiquent de Gaulle, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ça vous indigne ou vous dites que c'est le jeu politique que tout le monde le fasse? Tout le monde, d'abord, c'est une figure centrale en France, donc je ne suis pas étonné qu'on s'y réfère. Des abus de référence ou pas? Il ne m'appartient pas de juger ça. Je pense que les mots ont moins d'importance que les actes. Et donc, on peut toujours se réclamer de tel, ou gaulliste ou pas gaulliste, peu importe, en vérité. Antonin Baudry, votre film est écrit. On suit bien sûr De Gaulle qui arrive seul, homme seul qui dit non à Londres, et en parallèle, un jeune homme qui a été un peu oublié par l'histoire, qui s'appelle Fernand Bonnier de la Chapelle. De Gaulle, d'ailleurs, a dit de lui, il a été soulevé par une juvénile fureur. Jeune homme de 20 ans, il avait à peine 20 ans quand il a assassiné Darlan, vichiste d'Arlan, et il a été fusillé le lendemain. Et on suit son parcours et son engagement qui aboutira à ce geste tragique. Pourquoi le choix d'écrire en parallèle la trajectoire de Fernand, pour faire venir peut-être des jeunes au cinéma et pour leur expliquer ce que c'est que la résistance héroïque et tragique? Non, vous savez, quand on écrit, il faut être libre, il n'y a pas de stratégie marketing quand on écrit. Je ne parlais pas de marketing. Non, faire venir des jeunes. Fabriquer en fait, non, la vérité, c'est que quand on était en train d'écrire avec ma co-scénariste, Bérénice Villa, elle m'a fait écouter une lettre, qui était la lecture d'une lettre qui avait été faite à la radio de Fernand à son père. Et j'ai fondu en larmes, je l'avoue. Et on s'est regardé à ce moment-là, et en fait, on avait tous les deux la certitude que la lettre devait être dans le film. Et elle est dans le film, telle qu'elle. Et à partir de là, on a tiré la pelote de ce jeune homme. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était hyper intéressant de le suivre. Parce que c'est une chose... De Gaulle et les gens qui le rejoignent à Londres, et tous ces bras cassés, croquignolesques, qui deviennent en même temps plus grands qu'eux-mêmes. Mais il y a aussi tous ceux qui étaient réduits au silence dans la France occupée. Ou fusillés quand ils étaient étudiants à la Sorbonne et qui manifestent, et on les voit en novembre 40. Et cette manifestation, elle est incroyable. Parce qu'en fait, c'est le premier message qui est envoyé au monde entier, qu'il y a des Français qui refusent l'occupation nazie. Et c'est pas l'armée ou je ne sais quel corps, c'est des lycéens qui envoient ce message au péril de leur vie. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai été frappé parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît. Et c'est quelque chose de très important, je crois. Et qui a été important dans l'histoire. Et Edgar Morin, qui est mort samedi à 104 ans et qui avait été résistant dans le réseau Charette, qui avait été créé d'ailleurs par le neveu de De Gaulle, je crois, aurait été sans doute heureux que vous mettiez en lumière l'image, le visage et le souvenir de Fernand. Voilà. Merci Antonin Baudry. Merci Elisabeth. Merci d'être venu dans 28 minutes. Après-demain, mercredi, sortie sur tous les écrans de l'excellent Bataille de Gaulle, L'âge de fer. Et dans un mois, vous repartez en post-prod, n'est-ce pas, Antonin Baudry? Absolument. Le 3 juillet, c'est la suite. J'écris ton nom. J'écris ton nom. Liberté, j'imagine. Ça se réfère à ça, on verra. Merci encore. On passe à notre débat sur Choose France, sommet sur l'attractivité française vis-à-vis des investisseurs étrangers. La bataille de Versailles d'Emmanuel Macron depuis 2017. Qu'est-ce qui rend la France si attractive et dans quel secteur? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Il est l'un des principaux investisseurs mondiaux spécialisés dans les télécoms et l'IA, et il a choisi la France. Président de SoftBank, le japonais Masayoshi Son a officialisé ce matin à l'Élysée un énorme projet de data center dans le nord de la France, un investissement record. L'annonce faite par SoftBank aujourd'hui est donc massive. Ce sont 45 milliards d'euros d'investissement en France confirmés. La preuve concrète de l'attractivité de la France
Pour la 7e année consécutive, première destination des investissements étrangers en Europe. Satisfaction d'Emmanuel Macron, qui présidait aujourd'hui son dernier sommet Choose France. Créé en janvier 2018, peu après son arrivée à l'Élysée, ce rendez-vous est devenu le symbole de la politique pro-business du chef de l'État. Je pense que sous le leadership Macron, la France peut être un modèle pour le monde. Depuis le premier sommet, plus de 230 projets ont été annoncés. Cette année encore, dans le cadre somptueux du château de Versailles, les annonces d'investissements étrangers se sont enchaînées. Mais derrière le faste de Choose France, des voix s'élèvent pour dénoncer une réindustrialisation en trompe-l'œil, à commencer par la numéro 1 de la CFDT. On a une véritable problématique de maintien de l'industrie en France. Les investissements qui sont annoncés, c'est une bonne nouvelle. Mais le bilan de la CFDT, il n'est pas aussi réjouissant. Vous avez l'entreprise comme Michelin qui a annoncé 1500 suppressions d'emplois. Alors, fragilité ou attractivité? Pourquoi la France peine-t-elle à se réindustrialiser? Comment expliquer qu'elle séduise davantage les investisseurs étrangers que les entrepreneurs français? Nos trois invités, Olivier Luancy, bonsoir, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, ancien conseiller industrie à l'Élysée. Quelles années déjà ? 2012-2014. Voilà. Et votre livre, votre essai « Réindustrialiser, le défi d'une génération » est paru aux éditions Les Déviations. Selon vous, ces chiffres d'investissement records annoncés par Emmanuel Macron, c'est du trompe-l'œil. Et vous ajoutez « Choose France masque l'immobilisme de la politique industrielle française depuis que vous ne conseillez plus, entre autres ». À côté de vous, Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge. Selon vous, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis des investisseurs étrangers est une réussite. On n'a jamais eu, ajoutez-vous, un président qui est allé autant chercher les investisseurs. Et à côté de vous, Anne-Sophie Elsif, bonsoir, chef économiste chez BDO France, c'est un cabinet d'audit et de conseil. Vous êtes par ailleurs professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous estimez qu'un programme Choose Europe serait une excellente idée vu le déficit d'investissement sur notre continent et face, ajoutez-vous, à la Chine qui investit dans l'économie verte et aux États-Unis qui investit massivement dans l'intelligence artificielle. On en parlera évidemment au cours du débat, mais d'abord, on démarre avec le record du jour. 93 milliards d'euros d'investissements étrangers donc annoncés à ce nouveau sommet de Choose France, un record selon l'Élysée, toutes éditions confondues, avec à la clé, toujours d'après une estimation officielle, 15 000 emplois. Ce record intègre les 45 milliards d'euros promis ce week-end d'ici à 2031 par le géant japonais technologie SoftBank. Thierry Fabre, définitivement la France a plus que jamais la cote aujourd'hui. Alors oui, ça se confirme, c'est une bonne nouvelle, on n'en a pas beaucoup de bonnes nouvelles, donc il faut les célébrer. Et alors vous savez, c'est un rituel ce Choose France avec chaque année des annonces importantes d'investissement. Et on était ces dernières années assez sceptiques à Challenge sur ces annonces parce que souvent on affiche et puis les investissements n'arrivent pas. Donc on est allé vérifier notamment auprès de la Banque de France qui mesure les vrais flux, les vrais investissements, les vrais euros. Et alors, il s'est vraiment passé quelque chose depuis l'arrivée de Macron. C'est-à-dire que clairement, il y a une rupture. Il y a plus d'investissements en France que dans les autres pays européens. On se porte donc plutôt bien grâce à ça. Donc ce sont des vrais milliards d'investissements qui arrivent chez nous. Simplement, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais c'est pas avec des investissements étrangers qu'on réindustrialise la France. C'est juste, il faut localiser la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, je pense qu'il faut la célébrer, mais ne pas en attendre monts et merveilles. Ce ne sont que des investissements étrangers, et les investissements étrangers, c'est 15% de l'investissement français. Il faut bien le rappeler, en effet, Olivier Luancy, en même temps, tout ça est fragile, puisque c'est 17% de projets en moins sur un an. Oui, notamment. Alors, si on commence à compter en projets, dans ces cas-là, on a un indicateur qui est fantastique en France. On est le premier d'Europe, c'est super. Puis après, on regarde le nombre de gens employés par projet. Et là, on est le dernier en Europe. Donc, il faut effectivement se tourner plutôt vers les vrais flux. Combien d'emplois, combien de millions d'euros investis. Et alors là, on a un graphique en nombre de projets. Et si on regarde, par exemple, la partie industrielle, dans ces cas-là, on est à peu près sur un rythme stable qui nous positionne en 2e ou 3e attracteur d'investissement en emploi ou en millions d'euros en Europe, ce qui est la position normale de la France. Ce qui fait vraiment rêver aujourd'hui, ce qui fait qu'on est là autour de cette table ce soir, c'est qu'il y a quelque chose de fantastique qui se passe autour des data centers. Et il faut isoler la partie industrielle, réindustrialisation, qui a beaucoup été mise en avant
un peu trop à mon goût pendant les années précédentes, les éditions précédentes, et puis la partie data center qui depuis 2 ans gonfle les chiffres énormément, encore une fois, avec une analyse à faire derrière. On va revenir à ça, mais pour finir ce panorama, quels sont les secteurs dans lesquels il y a des investissements à part les data centers? Intelligence artificielle, défense aussi, l'agroalimentaire, la pharmacie, la santé, l'aéronautique. Donc on a quand même des secteurs où on est encore très bon. Pourquoi? Les investisseurs le disent, qualité de la main-d'œuvre, qualité des infrastructures et surtout une énergie décarbonée. Et donc ça, c'est vraiment un élément Grâce au important. nucléaire. On parle tout le temps de la crise au Moyen-Orient, de la dépendance au pétrole. Aujourd'hui, la France est très bien placée dans cette énergie décarbonée. Donc c'est vraiment de l'or vert que nous avons. Et on voit aujourd'hui qu'on a un indicateur robuste qui mesure l'attractivité que ça représente. Alors vous avez commencé à parler de nos atouts. Pourquoi choisir la France? Écoutez le directeur des opérations de Vorwerk, fabricant allemand du robot de cuisine Thermomix, qui a choisi l'Eure-et-Loire pour s'y installer et s'y développer. We were looking for a location that could combine industrial expertise, speed, reliability, and a supportive investment environment. We found exactly these conditions in France. What impressed us was not primarily labor cost. What mattered was the ability to move quickly from investment decisions to industrial reality. Thierry Fabre, ici, on est quand même des adeptes, nous, Français, de l'autodénigrement. On devrait davantage écouter nos voisins européens, non? Qui nous disent tout le contraire. Non, mais ça fait plaisir, ça montre qu'on a des atouts et qui ont été, ces atouts, mis en valeur par Emmanuel Macron. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a mouillé la chemise. Il en a fait cette opération, certes, de communication politique. On est d'accord, Versailles, le tapis rouge, etc. Mais il est allé chercher les patrons personnellement. Et notamment, le patron de SoftBank a déclaré que s'il a choisi la France pour ses dizaines de milliards d'investissements, c'est notamment grâce à Emmanuel Macron. Bon, et il y a beaucoup de grands patrons étrangers, les patrons américains, qui insistent là-dessus. Donc, il y a des atouts français qui étaient pas très connus, pas très mis en valeur. Alors, l'art d'Emmanuel Macron, ça a été de les mettre en valeur et d'aller les chercher. Alors, certes, mais Anne-Sophie Altifon, on pensait que notre main-d'œuvre était quand même un frein. Et là, on nous dit tout le contraire. On a une main-d'œuvre qui reste chère, non, en termes de charges notamment. Regardez en effet les statistiques au niveau européen. Quand vous regardez le coût du travail, notamment dans le secteur manufacturier, on est quasiment au même niveau de l'Allemagne. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le coût de la main-d'œuvre. Le grand problème, c'est la question de la désindustrialisation. C'est-à-dire qu'en effet, on a dans beaucoup de secteurs, on est positionné sur un niveau de gamme ou moyen, donc on se retrouve en compétition avec une concurrence internationale asiatique à un niveau de gamme très élevé, et donc c'est là où on perd de la compétitivité. Donc il ne faut pas regarder juste le coût de la main-d'œuvre, mais vraiment regarder en entier où est créée la valeur ajoutée et comment la France se positionne sur les chaînes de valeur, notamment en termes d'innovation. Et c'est ça la question. Olivier Luancy, vous qui êtes professeur au CNAM, et l'éducation aussi est pointée comme étant un élément positif, nous qui disons aussi que finalement notre système devrait être complètement revu. On a un vivier d'ingénieurs, de gens qui sont très performants. Oui, tout à fait. Ça, c'est un premier point. On a un vivier d'ingénieurs de bonne qualité qui a été reconnu. Aujourd'hui, il est quand même mis au défi des ingénieurs, notamment du Maghreb, d'Inde ou de Chine. Et puis, on a eu des vraies compétences de techniciens qui se sont un peu perdus dans nos territoires. Encore une fois, vous ne faites pas tourner une usine qu'avec des ingénieurs. Il faut aussi des responsables de ligne, des responsables de maintenance. Et là-dessus, on a un effort à faire sur la formation. Je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit. Oui, on est capable d'aller vite. Par exemple, ça a été dit par le directeur général de cet investisseur en France. On a été vite, on a été capable de se mobiliser autour des investissements étrangers grâce à la mobilisation de l'État, grâce à la mobilisation du président de la République. Il y a beaucoup d'industriels français, c'est 85% restant de l'investissement, qui ont dit un peu « et nous, et nous, et nous ». C'est-à-dire que pendant ces années de Choose France, on a beaucoup aidé l'investissement étranger, avec des résultats, on peut les commenter, mais en termes de simplification de la vie des industriels français qui réinvestissent en France, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc, il y a encore toute cette question de rééquilibrage. On a eu des politiques, beaucoup sur l'innovation de rupture, beaucoup sur l'investissement étranger, et le reste de l'économie. Et oui, et d'ailleurs, Thierry Fabre, les investisseurs français, ils préfèrent, eux, investir à l'étranger plutôt qu'en France. Alors, les deux, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'investissements à l'étranger. C'est pas
Notamment, c'est pas absolument une mauvaise chose d'investir à l'étranger parce que ça permet de conquérir de nouveaux marchés. Oui, mais Donc, par exemple, il y a 500 000 entreprises qui cherchent des repreneurs dans les 10 prochaines années. Bon, elles ne trouvent pas repreneurs, quoi, Oui, non, mais ça, ici, sur le territoire. C'est sans doute un problème. Mais ça me permet de dire un point, je pense, assez fondamental, c'est qu'on est en train... On peut se féliciter de l'annonce du jour, mais il ne faut pas masquer l'essentiel. C'est-à-dire que la bataille pour réindustrialiser la France, Emmanuel Macron avait déclaré en 2024 que c'est la mère des batailles. Et le problème, c'est qu'il est en train de la perdre, globalement. C'est-à-dire quand on voit, il avait stoppé l'hémorragie industrielle depuis son arrivée, en termes d'emplois. Après les 2 millions d'emplois perdus, il en créait quelques dizaines de milliers. L'année dernière, 25 000 suppressions. Et on voit que la part de l'industrie dans le PIB a chuté en dessous de 10%. Donc on est très loin de l'Allemagne, de la Suisse, et donc on est en train visiblement, globalement, de perdre la bataille, même s'il y a des bonnes nouvelles. Et alors on va évoquer justement avec vous trois le fait que l'industrie française, Anna, supprime des emplois. Oui, l'entreprise Michelin, qui emploie 17 000 personnes en France, vient d'annoncer un nouveau plan de départ volontaire qui concernerait 1500 postes. Argument avancé par la direction, un coût du travail et de l'énergie élevé, plus une pression fiscale parmi les plus fortes des pays industrialisés. Et cette annonce, elle intervient dans un contexte plus général, vous l'avez dit, de désindustrialisation. En 2025, la France a fermé plus d'usines qu'elle n'en a ouvertes. Précisément, 57 usines ont fermé dans le pays et 13 100 emplois ont été détruits dans le secteur de l'industrie par rapport à l'année précédente. La réalité, c'est que créer des emplois, ça coûte cher. Selon les Échos, durant la dernière décennie, pour créer un emploi, il fallait compter entre 100 000 et 200 000 euros d'investissement. Aujourd'hui, ce montant atteint les 600 000 euros. Il faut donc avoir les reins très solide et ça semble être le cas d'Amazon. Le géant américain de l'e-commerce a annoncé le mois dernier un investissement de 15 milliards d'euros sur 3 ans en France. Amazon a aussi promis de créer 7 000 emplois en CDI, en Eure-et-Loire, dans le Rhône, l'Oise et le Haut-Rhin. Et puis ce matin, la direction a annoncé, dans le cadre de ce sommet Choose France, la création de 3 nouveaux sites logistiques avec 1000 nouveaux postes à créer en France. Je rappelle qu'Amazon est présente en France depuis 25 ans et qu'aujourd'hui, elle emploie 25 000 salariés en CDI. Anne-Sophie Elsif, est-ce que ça aurait du sens de pousser, par exemple, les investisseurs étrangers à investir davantage en faveur de la réindustrialisation dans notre pays ? Alors oui, tout à fait, mais je pense que c'est aussi avec les problématiques de souveraineté qui se posent maintenant depuis les dernières années, eh bien un petit peu le pari que fait la France, mais pas seulement la France, également l'Europe. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit de nouvelles manières d'investir. Par exemple, prenons l'exemple du fonds norvégien souverain qui, aujourd'hui, certes, investissait massivement aux États-Unis, mais a réinvesti massivement en Europe. Regardez nos amis québécois qui disent « je veux réinvestir massivement en Europe ». Donc là, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'avec cette question de la souveraineté économique, vous avez des secteurs, aujourd'hui, on l'a dit, l'énergie décarbonée, le secteur de la défense, où l'Europe est encore bien placée, même si, bien sûr, il y a de la compétition, et on a vraiment une carte à jouer. Encore une fois, si on a une vision de long terme, si on s'y tient, et si on a aussi une vision au niveau de l'Europe. Mais Olivier Nuancy, vous qui avez essayé dans des fonctions hautes et ministérielles auprès d'un ministre qui a tenté de faire ce redressement, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas là à essayer de sauver quelque chose qui ne peut plus être sauvé, c'est-à-dire une vieille industrie, et du coup on se détourne peut-être de projets qui auraient plus d'avenir et on a perdu du temps ? Alors, on n'a pas une vision très équilibrée des choses, je reviens. Par exemple, vous avez cité le chiffre, combien coûtait la création d'un emploi ? 600 000 euros aujourd'hui. 600 000 euros. C'est caractéristique d'un mix de projets qui vise que les gros projets. Quand vous créez un gros projet, vous devez investir 10 millions d'euros, en général, pour créer un emploi. Pour 1 million d'euros, vous en créez 10 dans des petits projets. En fait, on a beaucoup investi. Un projet d'une PME. D'accord. D'une PME dans un territoire qui investit 1 ou 2 millions d'euros. Elle crée 10 emplois par million d'euros investis. Si on mise que sur les gros projets, alors, ils sont importants pour la création de valeur ajoutée, pour l'innovation technologique, mais on ne crée pas beaucoup d'emplois et on a une dérive un petit peu qui est celle que vous avez présentée. Mais est-ce qu'il faut à tout craint, par exemple, sauver Duralex, Thierry Fabre, puisque c'est cette entreprise tellement symbolique des verres qu'on a tous eu à la cantine, est-ce qu'il faut la sauver ou est-ce qu'il faut dire à un moment donné, ça fait partie du passé industriel de la France ? Alors, il y a notre prix Nobel, Philippe Aghion, qui a eu le Nobel grâce à sa théorie sur la destruction créatrice. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que dans une économie, on détruit et on crée. Donc, c'est vrai que c'est dur à accepter. Oui, surtout pour les salariés de Duralex. Surtout pour les salariés de Duralex. Absolument, donc c'est dur. Il faut tout faire pour sauver ces entreprises qui risquent de fermer, essayer de les soutenir. Mais
l'avenir, évidemment, ce seront les nouvelles entreprises, l'innovation. Et c'est là le problème qui m'inquiète, c'est que la France et l'Europe, en matière d'innovation, on est en train d'être largués. C'est-à-dire quand on voit par rapport aux États-Unis et à la Chine ce qui est en train de se passer, l'innovation de rupture, et notamment donc, qui intéresse l'industrie, quand on voit les chiffres, on se fait peur. Et donc, pour les industries d'avenir, c'est extrêmement emmanché. Pour finir, il y en a un plan pourtant en France, il y a France 2030, on a dépensé une quarantaine de milliards. Il y a un rapport qui vient de sortir qui est très critique sur notre façon de faire. Mais parce qu'on saupoudre des aides. Parce qu'on s'est accroché au passé aussi, Anne-Sophie Alsif, ou pas? Là, je pense qu'il faut vraiment nuancer cela. L'Allemagne, c'est une puissance industrielle, 20% de leur PIB. L'Italie aussi. L'Allemagne fait autant des brosses à dents que des machines-outils. Donc, le fait de dire, quand vous voulez créer de la valeur ajoutée, parce que derrière, pourquoi on veut avoir plus de bases industrielles? C'est pour avoir plus de richesses, pour pouvoir se désendetter. Et quand vous créez de la richesse, vous pouvez financer vos dépenses publiques, vous pouvez financer tout un certain nombre de choses, l'investissement dans l'éducation, la santé. Donc, c'est ça, en fait, le vrai sujet. Et donc, de penser que vous allez, en effet, saupoudrer ou sélectionner quelle ou quelle industrie. Si vous voulez redevenir une puissance industrielle, il faut vraiment recréer tout un tissu productif dans plein d'activités différentes avec des niveaux de gamme différents. Sur les biens de consommation courante. Exactement, de l'Italie et de l'Allemagne. Non, vous vouliez juste rajouter quelque chose sur les PME? Sur pourquoi est-ce qu'on a besoin d'industrie? Alors, parce que ça crée des emplois, parce que ça crée de la richesse, ça le crée dans des territoires. L'avantage d'une usine, c'est qu'elle n'est pas que au centre-ville. Au centre-ville, vous avez des services à haute valeur ajoutée. Là, vous pouvez faire vivre des territoires. C'est le cas des data centers qui seront aussi en France partout. Oui, mais des data centers, ça crée presque pas d'emplois. La data center, ça crée 0,05 emplois par million d'euros investis. Même dans une forme de ruissellement, pour rendre ce mot, il y aura pas, c'est pas un effet de levier parce pour que les startups, elles s'installeront pas dans le territoire immédiat à côté du data center. Regardez la localisation des data centers qui nous sont proposés. Il n'y a pas beaucoup de startups qui sont juste à côté. Il y en a quelques-unes sans doute, mais elles se créeront à Paris, à Lille et dans des grandes métropoles. Ce qui est important aussi, pourquoi on a besoin d'industrie, il y a naturellement la partie économique, et puis on est rentré dans un nouveau monde. On est rentré dans le monde du retour des empires, de la souveraineté, et si on n'a pas un outil productif, par exemple pour fabriquer des médicaments, on l'a vu pendant le Covid, comment on va faire face à la prochaine crise sanitaire qu'on rencontrera? Même chose pour les puces électroniques. Si demain il y a un conflit sur Taïwan, qu'est-ce qu'on fait avec nos puces électroniques? Donc oui, il y a la création de richesses, mais il y a d'autres valeurs qu'une société, qu'une nation doit avoir, qui sont derrière l'industrie. Et ça continue à répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une industrie? Et pas que de l'industrie high-tech. Un jour, on aura peut-être un problème sur l'approvisionnement de soja, où on est totalement dépendant du Brésil. Peut-être faudra-t-il un jour refaire du soja en France. Et ça, c'est pas du high-tech, mais pour la souveraineté, il se peut qu'on en ait besoin. Alimentaire. On vous propose une archive. On va revenir sur un projet qui avait été emblématique d'une précédente édition de Choose France. Il s'annonçait mirifique. Regardez, mai 2024. Des panneaux solaires à perte de vue pour la future première usine de production de cellules photovoltaïques en France. Ce sera même l'unique site en Europe à intégrer toutes les étapes de production des panneaux. Ce projet sera implanté à Fos-sur-Mer, près de Marseille. Un investissement à plus d'1,5 milliard d'euros qui mobilisera des fonds européens. Des panneaux solaires, mais aussi des projets dans l'intelligence artificielle, l'aéronautique ou la chimie. La France a de bons atouts pour attirer les investisseurs étrangers. Nos infrastructures routières, mais aussi la fibre, les chemins de fer, etc. Donc on a un pays qui est maillé d'infrastructures de qualité. C'est important pour les entreprises, notamment dans l'industrie. Alors il faut préciser, cette usine n'a jamais vu le jour à cause de la concurrence chinoise, selon ses dirigeants, et un manque de préférence européenne dans les commandes. Thierry Fabre, là aussi, c'est l'Europe qui est au cœur de tout. Tout à l'heure, on parlait d'un Choose France. Il faut voir plus grand. À la limite, un Choose France est insuffisant. Et je pense que la responsabilité de l'Europe dans la désindustrialisation est énorme. Pourquoi? Parce que cet exemple montre la naïveté de l'Europe pendant des décennies sur la concurrence chinoise. On s'est rendu compte qu'il y avait un dumping extraordinaire en Chine. Oui. On a fini par mettre des droits de douane sur les panneaux solaires, mais c'était beaucoup trop tard. Et oui, parce qu'on est dans une économie ouverte, on n'était pas protectionniste non plus. Oui, mais l'Europe a joué la carte de l'économie ouverte, mais n'a pas vu que les autres ne la jouaient pas. Et donc, on a ouvert nos frontières avec une politique de concurrence, mais pas de politique industrielle en favorisant des grands groupes qui pourraient
résister aux Chinois ou aux Américains. Chose Europe, ça vous semble être une utopie? Alors rappelons déjà que C'est-à-dire à l'Europe l'échelle de l'Europe est toujours une puissance industrielle, donc mais oui, il faut continuer à attirer des investissements en Europe, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'Europe est responsable de la désindustrialisation de la France? Je rappelle juste que l'Italie fait 100 milliards d'euros de solde commercial en biens, que l'Allemagne en fait 200, donc il ne faut pas que critiquer l'Europe, il faut aussi balayer devant notre porte auparavant. Et puis un dernier point sur lequel je vous suivrai, il faut choisir nos combats. Monsieur Draghi, dans son rapport, disait que sur les panneaux solaires, peut-être que la bataille était perdue et que donc il faut choisir nos combats. Pas que sur de la haute technologie, je l'ai souligné, on peut aussi avoir besoin de biens de base avec un socle industriel. Mais oui, il faudra choisir nos combats. Celui-ci, je ne sais pas. Et pour finir, surtout avoir une vision de très long terme. On n'a pas les effets de la réindustrialisation en 2-3 ans. On parle à chaque fois de 10-15 ans. Donc il faut avoir une vision de long terme, viser des secteurs stratégiques, s'y tenir et ne pas avoir des changements. C'est le pire que les entreprises. Par exemple, oui, mais le problème du Green Deal, c'était très très bien. On a créé une incitation qui était extraordinaire, sauf qu'on n'avait pas l'offre européenne. Pour y répondre. Ouais. Donc c'est ça l'idée, c'est de toujours mettre en adéquation l'objectif et l'offre. C'est exactement ce que fait la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est un leader dans la tech. Ils font énormément de réglementations qui vont dans le sens de l'IA et de la tech. Ils ont toutes les entreprises de la tech. Donc c'est une volonté politique, c'est pas que les normes européennes, Thierry Fabre, qui sont censées aussi nous protéger comme consommateurs et qui n'ont pas empêché les succès de nos voisins européens. Ça bouge, heureusement, mais tardivement. C'est-à-dire que beaucoup prennent conscience du retard industriel de l'Europe et de la protection nécessaire par rapport à d'autres prédateurs. Là, il y a une prise de conscience. Mais on y arrive tard. Et donc, on a perdu beaucoup de temps. Effectivement, peut-être, comme on a perdu du temps, peut-être ne nous concentrons plus sur des secteurs comme les panneaux solaires, mais sur le futur, donc la prochaine révolution industrielle, l'IA, et faire attention qu'on ait vraiment les champions en Europe cette fois-ci. Sur la souveraineté. Écoutez, vous êtes 3, vous organisez le Choose France-Europe l'année prochaine, le 10e. Ça me semble très bien, une troïka à l'organisation. Merci à tous les 3 d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Il y a 100 ans pile naissait à Los Angeles Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe, morte à 36 ans, mythe absolu et misfit, inadapté. D'ailleurs, c'est le nom de son dernier film, Total. Et en 2026, la Belgique n'a plus la frite. Mais d'abord, le mot vedette du jour, pyramide de Khéops, conçue il y a plus de 4000 ans pour résister au séisme. C'est ce que des scientifiques viennent de démontrer. C'est entendu. La pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops défie la logique. La célèbre pyramide de Khéops. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Pyramide de Khéops, du grec ancien Pyramis, un gâteau conique de blé grillé, et du nom grec du fondateur de la 4e dynastie, le pharaon égyptien Khufu, désigne son tombeau présumé édifié il y a 4600 ans au Caire. Le 21 mai, des sismologues ont dévoilé le secret de la pyramide de Khéops pour résister aux tremblements de terre. Construite sur 146 mètres de haut avec 2,3 millions de briques géantes lourdes de 2,5 tonnes à 15 tonnes chacune, la pyramide de Khéops, prévue pour durer à minima l'éternité, ne s'est en effet jamais effondrée, malgré les séismes recensés à partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ, puis scientifiquement mesurés, par exemple à 6,8 en 1847 ou 5,8 en 1992. Les chercheurs ont étudié le bruit sismique autour du site, issu du proche piétinement des touristes ou du lointain écho de l'océan, établi à 0,6 Hz. Ils l'ont comparé à celui à l'intérieur de la pyramide de Khéops, mesuré à environ 2,3 Hz. Et cette différence de fréquence est ce qui a empêché la structure d'entrer en résonance et de s'effondrer. L'invulnérabilité sismique de la pyramide de Khéops, qui a permis de protéger la chambre du roi, dont l'esprit doit impérativement rester attaché au corps afin d'effectuer des allers-retours permanents entre le ciel et la terre. Et la conséquence, volontaire ou non, la question reste ouverte, du génie géotechnique égyptien, dont certains doutent cependant. Depuis la fin 19e, un aréopage de fada répand l'idée que les pyramides d'Égypte ont pu être construites par le peuple de l'Atlantide. Et en 2020, un entrepreneur saturé de milliards de kétamine et de théories fumeuses avait affirmé « De toute évidence, les pyramides ont été construites par des aliens. » Un terrible tremblement de taré.
Mais totalement impressionnant. Merci Thibault Nolte. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, retour de vos chroniques. Et oui, c'est un anniversaire. 1er juin 1926, naissance à Los Angeles de Norma Jean Baker, de père inconnu d'ailleurs, qui sera manufacturée en Marilyn Monroe par Hollywood. Mais ça ne pourra pas dissimuler la créature drôlissime, écorchée vive et complètement borderline qu'elle était. Elle aurait donc eu 100 ans aujourd'hui. La Cinémathèque lui rend hommage avec Paris, une expo et une rétrospective. Oui. Cinémathèque de Paris, bien sûr. Avec cette date, le 1er juin 1926, vous l'avez dit, Elisabeth à Los Angeles naît celle qui devient la star absolue. Nous la connaissons sous le nom de Marilyn Monroe. 36 ans d'existence, elle meurt en 1962, 16 ans de carrière, mais ça a suffi pour faire d'elle un mythe, un symbole, alors de toute une génération, de toute une période, de tout un monde. Ce monde-là, c'est le Hollywood de l'après-guerre, avec Marilyn Monroe qui, comme une évidence, apparaît dans un ouvrage qui paraît en 1957. Cet ouvrage est consacré aux stars, c'est son titre, Les Stars, un ouvrage d'un jeune sociologue innovant et prometteur. Un ancien résistant, Edgar Morin. Exactement, Edgar Morin, qui à ce moment-là a 31 ans. Il a 5 ans de plus que Marilyn Monroe, Edgar Morin. Alors lui, il a été marqué 2 ans plus tôt par la mort de James Dean en 1955. James Dean qui, en 3 films, La Fureur de vivre, À l'Est d'Éden et Géant, 3 films sur un an et demi, a complètement créé un mythe et il est devenu lui-même l'objet d'un culte. Et c'est cette religiosité-là qu'étudie Edgar Morin comme une sacralité de l'individu, mais l'individu qui doit donner de lui, qui doit donner de son intime dans un univers, parce qu'il faut bien le saisir ici, complètement pensé et fabriqué. C'est une économie capitalistique, c'est le star system. Et évidemment, Marilyn Monroe fournit à Edgar Morin un exemple remarquable de ce système-là, parce que c'est la fabrication par les studios et par la presse d'une star. C'est l'image de la vampe humide, dit Edgar Morin, en rapport au rôle dans Niagara. Vampe, c'est vampire, c'est la femme fatale, parce qu'il montre ici l'érotisation qui est voulue par les studios et dans les éditions postérieures. Les hommes des studios. C'est toute l'ambivalence, en fait, si vous voulez, de cette good bad girl. C'est vraiment ce jeu entre la femme inaccessible et la femme que tout le monde voudrait épouser. C'est la femme star absolue et en même temps, c'est l'intime. C'est ce jeu extrêmement complexe avec la tragédie, évidemment, et le suicide de Marilyn. C'est la tragédie complète. Et Edgar Morin, dans les éditions postérieures de son ouvrage, se saisit de ce suicide-là. Il l'étudie et il montre que c'est tout ce jeu complexe entre la gloire, l'intime, ce que l'on peut voir, ce que l'on ne peut pas voir, mais surtout, il pointe du doigt ce suicide comme étant la fin du star system. Tout le monde voulait aimer ou aimait Marilyn, tout le monde aurait voulu l'épouser, dit-il, sauf qu'avec le suicide, on voit quelque chose, c'est la tragédie. Et ça, c'est la brèche, c'est la fin du star system. Et pour Edgar Morin, Marilyn Monroe, c'est la première star hors du star system. Et elle est aussi la première, en 1953, à avoir pris la parole dans la presse pour dénoncer les loups que j'ai connus à Hollywood. Ces loups, c'est cette domination masculine capable de toutes les dominations et de tous les outrages. On voit combien Marilyn Monroe a marqué son temps, bien sûr, mais qu'elle parle aussi aux nôtres. Alors, Edgar Morin a rejoint Marilyn Monroe, sûr qu'ils sont en train de discuter pour poursuivre l'enquête. Voire plus, si affinité. Et elle a regardé, il y en a qui ont douté, ils sont fous de son humour et de sa malice. Je parle de Marilyn Monroe. Regardez cette photo. Elle est habillée dans un sac à patates. Est-ce que ça n'est pas la preuve absolue de son autodérision brûlante et totalement brillantissime? Adoration absolue, Marilyn Monroe pour toujours. Ce qui nous mène à la patate, et donc à la frite, et donc à la Belgique avec vous, Marie. Il y a une crise. Il y a surproduction en Belgique. Oui. Et d'ailleurs, c'est le New York Times qui en parle. Exactement, qui reveut des patates, donc plus personne, parce qu'il y a trop de patates, de pommes de terre. Cette année, c'est l'objet d'un long article dans le New York Times qui publie des photos assez terribles de mers, d'océans de pommes de terre en train de pourrir. Elles valent 0 € sur le marché depuis des mois. Pour information, ça s'échangeait pour 600 € la tonne il y a 3 ans. En Belgique, premier exportateur mondial de frites surgelées, et les Belges, grands gastronomes du cornet de frites, je ne vous l'apprends pas qu'on va venir napper de sauce Brésil, ou de sauce poivre, ou de sauce Dallas. C'est le top 3 de mes amis belges. Je sais pas, je fais confiance, je répète. Très bien. Mettez ces sauces. Bref, en Belgique, où la frite est une religion, des agriculteurs en viennent à jeter tout simplement leur récolte dans un champ, comme un certain monsieur Chris Dayer.
qui raconte au New York Times qu'il a dû se débarrasser de 1000 tonnes de pommes de terre invendues qui commençaient tout simplement à germer dans son hangar. Pour l'année prochaine, il a replanté 10 fois moins de pommes de terre que d'habitude. En Allemagne, cet hiver, on a aussi vu des distributions de patates gratuites à qui voulait. Dans Berlin, ça a été organisé dans plein de points comme ça dans Berlin. Opération 4000 tonnes, c'est ça le nom qu'ils ont donné, en référence au stock d'un agriculteur de Leipzig qui a tout donné, donc 4000 tonnes de patates qui ont été distribuées. Pourquoi ces surplus ? Comme souvent, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, la météo qui a été très favorable cette année, donc ça a permis la récolte la plus importante en Europe depuis 8 ans. Les Allemands ont appelé ça la Kartoffelflut, déluge de pommes de terre, une inondation dont on n'a pas su quoi faire puisque Trump et ses droits de douane ont plombé les exportations. Il y a une nouvelle concurrence aussi qui vient de Chine, d'Inde, d'Égypte. Ils se sont mis à faire de la patate moins chère. Voilà, puis à ça, vous rajoutez la guerre en Iran qui a fait flamber les prix, donc les consommateurs vont moins au restaurant. Or, où est-ce qu'on mange le plus de frites ? C'est quand on va au restaurant. Et puis, ça a entraîné hausse des prix des engrais et de l'essence qui a achevé de grignoter les marges déjà très très faibles des producteurs de pommes de terre. Le New York Times est un média, vous le savez, américain. Donc, il rajoute une autre raison, peut-être à plus long terme, c'est la folie Ozempic et tous ces coupes-fins, vous savez, qui sont consommés maintenant par un Américain sur 8. Et qui font passer l'envie de manger des aliments gras, voilà, donc des frites, des chips, exactement. Quant aux écologistes, qui sont aussi cités dans l'article, eux, ils y voient le symptôme d'une industrie agroalimentaire qui est totalement hors de contrôle. Et ils rappellent que l'année dernière, on parlait de surproduction du houblon et que pour l'année prochaine, selon les prévisions, on va parler de surproduction de lait. Conclusion, patate, lait, on se met tous à la purée avec un petit peu de bière et on finit son assiette. Et une fourchette et on fait comme ça, des sillons magnifiques. On fait un puits. On a très faim, merci, je vous félicite. À demain 20h05, tchuss. Et personne n'est parfait, nobody's perfect.